aujourd'hui on va parler de la séquence 10, comparer la force des acides et des bases. Alors, le plan va être assez fourni, on va commencer par parler de la constante d'acidité d'un couple acide-base, on verra l'autoprotolyse de l'eau et le produit ionique, on enchaînera sur le cas des acides forts et des acides faibles. Ensuite, on parlera de la composition finale d'une solution aqueuse de concentration donnée. On verra un petit peu différentes solutions courantes d'acides et de base. On parlera également de diagrammes, des diagrammes de prédominance et des diagrammes de distribution. Et pour finir, on parlera d'indicateurs colorés, d'acides alpha-aminés et de solutions tampons. Alors, on va commencer par la constante d'acidité d'un couple acide-base. Alors, soit une réaction acido-basique d'un acide avec de l'eau. Donc les couples, j'ai mon acide que je vais noter AH et sa base conjuguée A-, et mon deuxième couple, l'ion oxonium et l'eau. Donc la réaction acido-basique que j'ai entre ces deux espèces chimiques, AH plus H2O, va donner, donc c'est un équilibre, je mets une double flèche, va donner A- plus H3O+. Alors à cette réaction, on peut y associer une constante de réaction et une constante d'équilibre quand on est à l'équilibre. Et cette constante d'équilibre, pour une réaction d'un acide avec de l'eau, c'est ce qu'on appelle la constante d'acidité. Donc on va pas juste la noter K, on va la noter Ka. Et donc ça se calcule, ça vous savez le faire, on a la constante de réaction à l'équilibre qui est égale à ma constante d'acidité. Et je prends les concentrations de mes produits et je divise par la concentration de mes réactifs. Je prends pas l'eau ici, rappelez-vous, on met pas les solvants dans les constantes d'équilibre. Alors pour écrire un petit peu plus simplement cette constante d'acidité, on va rassembler tout ça sous un seul trait de fraction et j'obtiens cette relation qui est ici. Je vous rappelle que C0 correspond toujours à la concentration de référence qui est égale à 1 mol par litre. On n'entrera pas en compte dans les applications numériques, c'est juste pour avoir une constante d'acidité qui est sans dimension, donc sans unité. Donc on va également définir ce qu'on appelle le pKa d'un couple acide-base. Donc comme un petit peu ce qu'on avait fait quand on calculait le pH, on prenait moins log de la concentration en H3O+. Et bien là, le pKa, ça va être moins logarithme de la constante d'acidité. Donc pKa est égal à moins log de Ka. La constante d'acidité Ka et son pKa sont deux grandeurs qui sont sans unité. Donc voilà, la constante d'acidité, c'est comme une constante d'équilibre. Plus sa valeur est élevée, plus ça veut dire que mon équation va être dans le sens de la formation des produits, donc vers la droite. Et donc ça va nous aider à qualifier ce qu'on appelle la force des acides, on verra ça tout à l'heure, mais on travaillera plutôt sur le pKa. Alors on va parler de l'autoprotolyse de l'eau et donc de son produit ionique. Alors je vais prendre, déjà on va regarder un petit peu la réaction d'autoprotolyse. C'est quoi? C'est tout simplement une molécule d'eau qui va se dissocier en ion hydroxyde et en ion oxonium. Donc si vous regardez, ici j'ai deux molécules d'eau, généralement c'est écrit 2H2O, mais ici on a séparé, qui donnent donc l'ion hydroxyde et l'ion oxonium. J'ai mon acide, H2O, et j'ai ma base, HO-. Donc ici ça correspond à un couple, et regardez, c'est comme on a fait tout à l'heure, un acide réagit avec l'eau pour former la base conjuguée et l'ion oxonium H3O+. Donc c'est une réaction acido-basique. Et donc à partir de cette équation, je pourrais écrire la constante d'acidité associée à cette réaction, et cette constante elle a un nom spécial, vu que c'est le couple qui met en jeu l'eau et l'ion hydroxyde, c'est ce qu'on appelle le produit ionique de l'eau. Donc on va pas la noter Ka, on va la noter Ke. Et elle sera égale à Ke est égale à la concentration de mes produits divisé par la concentration de mes réactifs, mais mes réactifs c'est de l'eau, donc on l'inscrit pas. Et donc à 25 degrés, j'ai un produit ionique qui est égal à 10 puissance moins 14. Donc toujours pareil, on va, pour éviter les 10 puissance moins 14, moins 12, etc., en fait on va passer au logarithme, et donc on va calculer le pKe, et pKe sera égal à moins log de Ke, comme d'habitude, et donc moins log de 10 puissance moins 14, c'est égal à 14. Donc en fait, vous avez un pKe qui est toujours égal à 14 à une température de 25 degrés. Alors, on va passer un petit peu au cas des acides forts. Donc les acides forts sont des acides dont la réaction avec l'eau est totale. Donc un acide fort cède totalement son proton H+ à l'eau, et donc il va intégralement former sa base conjuguée. Donc si on regarde ça sous la forme d'un tableau d'avancement, j'ai mon tableau d'avancement ici, ma réaction de l'acide plus l'eau donne la base conjuguée plus H3O+. Je complète uniquement état final, état initial, j'ai pas fait apparaître l'état intermédiaire. Et donc ici, j'ai l'avancement final XF qui est égal à mon avancement maximal. Et donc on peut voir que la quantité initiale d'acide moins l'avancement maximal, moins Xmax, est égal à 0. L'acide, il est plus présent à l'état final, il a totalement réagi. C'est la définition d'un acide fort, c'est un acide qui réagit totalement avec l'eau.
Alors petite remarque ici, j'ai négligé justement la présence d'ion H3O+ initialement, alors qu'on vient de voir avec l'autoprotolyse de l'eau que l'eau va se transformer automatiquement en ion H3O+ et en ion HO-. Mais en fait, cette concentration, elle est tellement faible, cette quantité de matière, elle est tellement faible qu'on va la négliger. Et donc, important, lors de la réaction d'un acide fort avec l'eau, l'avancement final est égal à l'avancement maximal. Donc, deux espèces à retenir, l'ion oxonium H3O+, c'est un acide fort, donc il réagit totalement avec l'eau. Pareil pour l'ion hydroxyde HO-, qui est une base forte, qui va également réagir intégralement avec l'eau. Alors, on va passer au cas des acides faibles. Donc la réaction, par opposition, la réaction d'un acide faible avec l'eau, elle n'est pas totale. Donc je vais avoir un avancement final qui va être inférieur à l'avancement maximal, et donc je vais avoir un taux d'avancement. Rappelez-vous, on peut calculer le taux d'avancement en faisant l'avancement final divisé par l'avancement maximal, et ce taux d'avancement va être inférieur à 1. Et donc on va pouvoir travailler directement avec la valeur du pKa. Plus le pKa d'un couple acide-base est élevé, plus la réaction de cet acide sur l'eau est limitée. Donc on peut regarder cette petite échelle de pKa qui nous est fournie. Donc nous on va s'intéresser à la force des acides qui sont à droite. Donc plus le pKa est élevé, plus mon acide va être faible parce qu'il va peu se dissocier dans l'eau. Et au contraire, plus on va avoir un pKa faible, plus je vais avoir un acide qui va se dissocier dans l'eau, qui va réagir intégralement dans l'eau, et on se rapproche dans le cas limite d'un acide fort. Donc vous voyez, pour le pKa égal à 0, tout en bas, je trouve mon espèce acide H3O+, et qui est un acide fort. Donc les pKa des acides faibles sont compris entre 0 et 14 dans l'eau. Donc si vous avez un pKa qui est compris entre 0 et 14, c'est un acide faible. Plus on est proche de 0, plus l'acide est fort, plus on est proche de 14, plus l'acide est faible. Et donc on verra que pour les acides forts qui se dissocient totalement dans l'eau, on peut avoir des pKa qui sont négatifs. Alors on va voir maintenant comment on peut déterminer la composition finale d'une solution aqueuse de concentration donnée. Donc il est possible de déterminer la composition finale d'un système si l'on connaît la concentration de l'acide et le pKa d'un couple. Alors, on a le tableau d'avancement, comme tout à l'heure. La quantité de matière initiale en acide est égale à la concentration en cet acide fois le volume de la solution. Et donc, on peut remplacer Ni par C fois V. Et regarder dans mon état final, j'ai CV moins XF, donc l'avancement final de ma solution. Je me mets dans le cas d'un acide faible ici. Et j'ai ma quantité de matière en base conjuguée en ion oxonium qui est égale à XF. Donc à l'état final, on est dans le cas d'un équilibre dynamique. Si j'écris ma constante d'équilibre, donc ma constante d'équilibre, donc ma constante d'acidité, est égale à ce qui est donné ici, c'est ce qu'on avait vu au début, et je vais essayer de remplacer un petit peu chaque terme à l'intérieur de cette constante. Donc pour ça, on va s'aider du tableau d'avancement. Regardez dans ma constante d'acidité, ce sont des concentrations, alors que dans mon tableau d'avancement, ce sont des quantités de matière. Attention, donc d'après le tableau d'avancement, je peux calculer mes concentrations en prenant les quantités de matière et en divisant par le volume. Pour les deux là, il n'y a pas de problème. Et maintenant, pour mon acide AH, je vais avoir C fois V moins XF, le tout divisé par le volume de la solution. Donc à chaque fois, j'ai pris mes cases à l'état final, mes quantités de matière, et j'ai divisé par le volume. Et je vais pouvoir remplacer directement dans ma constante d'acidité. Donc j'obtiens ça, et en réarrangeant un petit peu cette équation, je vais obtenir XF carré divisé par CV moins XF en facteur de V fois la concentration de référence, C0. Et bien pareil, si je continue à arranger encore un petit peu cette équation, on va pouvoir la réécrire sous la forme d'une équation du second degré. Donc si on veut déterminer la valeur de l'avancement final XF, il va falloir qu'on résolve cette équation du second degré. On va le faire après ça, on va apprendre un exemple, comment on pourra déterminer XF si on a les valeurs numériques. Dans certains exos, ils vous demanderont de calculer directement le taux d'avancement sans connaître le volume de la solution. Donc il va falloir réarranger aussi un petit peu cette équation du second degré. Donc on va essayer d'exprimer le taux d'avancement, que l'on note taux, et de l'introduire dans l'équation numéro 1. Donc si l'avancement de ma réaction était maximal, alors CV moins non pas XF mais Xmax serait égal à 0, et donc on aurait Xmax qui serait égal à CV. Donc je pourrais exprimer mon taux d'avancement. Taux est égal à XF divisé par Xmax, et je remplace, et j'obtiens l'avancement final qui est égal à taux fois CV. Je vais pouvoir insérer mon équation 2 dans mon équation 1, et réarranger un petit peu tout ça. Si on regarde dans chaque terme, on a C fois V au carré, donc que je peux mettre en facteur.
Et bien, une fois qu'on a ça, on voit qu'on a un produit de facteurs qui est égal à 0. Donc soit ce qui est entre parenthèses est égal à 0, soit c fois v au carré est égal à 0. Mais c fois v au carré, c'est forcément différent de 0. C'est la concentration fois le volume. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Donc ça veut dire que forcément, ce qui est entre parenthèses est égal à 0. Et j'ai à nouveau une équation en second degré, et cette fois en taux à résoudre. Et là, vous voyez qu'il nous faut uniquement la valeur de la concentration de la réaction et la constante d'acidité. Donc si je résous cette équation, je vais obtenir la valeur du taux d'avancement. Alors nous, on va essayer de résoudre l'équation 1 qui est tout en haut. On va voir comment on peut déterminer la valeur de xf. Donc pour ça, rappelez-vous, il faut commencer par calculer le discriminant. Donc b carré moins 4ac. Là, il suffit d'appliquer la formule, hein, et on va trouver un discriminant qui est positif. Discriminant positif, rappelez-vous, ça veut dire qu'on a deux racines réelles. La première racine, xf1, on va appeler xf1, c'est égal à moins b moins racine de delta divisé par 2a. Et si vous faites votre application numérique, vous allez trouver tout le temps une racine qui est négative. Une racine négative, ça veut dire que l'avancement final est négatif et c'est pas possible. Si on calcule notre deuxième racine, xf2 est égal à moins b plus racine de delta divisé par 2a. Si je fais mon application numérique, on va trouver une racine qui est positive, et donc ça va correspondre à l'avancement final de ma réaction. Et une fois qu'on a l'avancement final, on peut calculer les quantités de matière et donc les concentrations à l'équilibre. Évidemment, ce ne sont pas des formules à apprendre par cœur, hein. Vous devez savoir résoudre l'équation par vous-même. On va prendre un exemple. Tout de suite, on va essayer de faire une application numérique. Donc, exemple, déterminer la composition finale et le pH de 100 ml d'une solution d'acide éthanoïque de concentration apportée égale à 2,10-2 mol par litre. Et on nous donne uniquement le pKa du couple, on nous dit qu'on a un pKa qui est égal à 4,8. Première chose à faire quand vous avez ce genre d'exo, vous écrivez le tableau d'avancement et vous exprimez les quantités de matière à l'état final, donc à l'équilibre. Donc déjà, on peut calculer la constante d'acidité du couple. Alors si pK est égal à moins log de Ka, on utilise la fonction inverse, rappelez-vous comment on fait avec le pH. Donc Ka est égal à 10 puissance moins pK. Et donc la constante d'acidité est égale à 10 puissance moins 4,8. Donc maintenant, ce qu'il faudrait faire, qu'on va pas refaire intégralement, c'est réécrire la constante d'acidité et remplacer par les concentrations à l'équilibre, et réobtenir cette équation du second degré ici. On a déjà fait ce travail, je vous remets juste l'équation, et on va essayer de calculer déjà le discriminant. Donc le discriminant, si je fais mon application numérique, b carré moins 4ac, donc faites attention au signe négatif qui se trouve sur la valeur de petit c, sinon vous allez avoir un problème au niveau de l'application numérique. Et donc, si je fais ça, sans oublier de convertir mes millilitres en litres, évidemment, je vais obtenir un discriminant de 1,3 10 puissance moins 8, qui n'a aucune signification physique pour l'instant. Je vais pouvoir calculer maintenant mes deux racines. On a un discriminant qui est positif, on a deux racines réelles. Donc la première racine, je fais mon application numérique, comme tout à l'heure, et j'obtiens moins 5,8 10 puissance moins 5. Donc comme on l'a dit, on a bien une racine qui est négative, et donc ça n'a pas de signification physique, c'est pas possible d'avoir un avancement final qui est négatif. Donc j'ai calculé ma deuxième racine, et si je fais mon application numérique, je trouve 5,6 10 puissance moins 5 mol, et donc c'est l'avancement final de ma réaction. Donc là, on vient de trouver la valeur de xf. On va pouvoir remplacer dans la dernière ligne de mon tableau d'avancement pour connaître la composition finale de mon système. Donc, j'ai mes différentes quantités de matière pour toutes mes espèces chimiques. Regardez, on connaît la quantité de matière en ion H3O+, à l'état final. Donc, on va pouvoir calculer le pH de la solution à partir de ça. Donc rappelez-vous la formule du pH, moins log de H3O+, et donc moins log de la quantité de matière en H3O+, divisé par le volume de la solution, et je vais trouver un pH de 3,3. Donc uniquement en connaissant la concentration, le volume et le pKa, je peux déterminer la quantité de matière de toutes mes espèces chimiques à l'équilibre et le pH de la solution. C'est ce qu'on va appeler la composition finale de la solution.
Alors, on va voir maintenant quelques solutions courantes d'acide et de base qu'il faut retenir. Donc, acide chlorhydrique, acide nitrique, qui sont deux acides forts, acide éthanoïque, qui est un acide faible, l'hydroxyde de sodium, donc la soude, qui est une base forte, et l'ammoniac, qui est une base faible. Donc là, j'ai mes trois solutions d'acide, pH inférieur à 7, mes trois solutions basiques qui ont un pH supérieur à 7. Donc, vous devez connaître les formules chimiques de ces trois acides et de ces deux bases. Alors, on va passer un petit peu au diagramme de prédominance. Donc, en comparant la valeur du pH d'une solution au pK du couple, on va pouvoir savoir qui est-ce qui prédomine entre l'acide et sa base conjuguée. Donc ce qu'on appelle prédominer, hein, la forme qui prédomine, c'est celle qui est majoritaire en solution. Alors on va repartir toujours de notre constante d'acidité, on va essayer d'arranger un petit peu tout ça. Je vais passer au logarithme de chaque côté. Je vais multiplier chaque côté par moins log. Et donc regardez dans mon terme de droite, en utilisant les propriétés mathématiques du logarithme, je vais pouvoir séparer un petit peu tout ça. Et donc je vais avoir moins log de Ka est égal à moins log de H3O+. Je vais laisser l'acide et sa base conjuguée ensemble, et je vais sortir le moins log de 1 sur ces zéros aussi. Alors, C0 est égal à 1, donc moins log de 1, ça fera 0, ce terme il va s'en aller. Et moins log de Ka, c'est égal à pKa, moins log de H3O+, est égal au pH. Donc je vais pouvoir écrire cette équation sous cette forme, qui est une relation qui va assez souvent nous servir. Et bien à partir de là, je vais avoir trois cas possibles. Soit la concentration en base est égale à la concentration en acide, alors ça veut dire que le rapport entre les deux, si elles sont égales, sera égal à 1, et donc le logarithme de 1 sera égal à 0. Donc j'aurai directement le pH de ma solution qui va être égal au pKa du couple. Deuxième cas possible, la base conjuguée, sa concentration est inférieure à la concentration de l'acide, alors ça veut dire que le logarithme de ce rapport, ce sera un logarithme qui va être négatif, et donc le pH va être inférieur au pKa, et l'inverse, si j'ai ma base conjuguée qui est supérieure à mon acide, alors le rapport entre A- et AH va être supérieur à 1, donc je vais avoir un logarithme qui va être positif, et donc le pH va être supérieur au pK. Alors souvent, on va s'en servir dans l'autre sens. On aura une valeur de pH, on va connaître le pK du couple et on va devoir deviner, on va devoir s'aider de la relation pour savoir si c'est la base qui est en concentration supérieure à l'acide ou si c'est l'inverse. Donc ça, on peut résumer ça sur un diagramme de prédominance. Donc ici, regardez, j'ai une échelle de pH qui est en abscisse, et j'ai placé le pKa du couple au milieu. Donc si je mesure mon pH et que je trouve la même valeur que le pKa, ça veut dire que mon acide et ma base sont en quantité égale, les concentrations sont égales entre les deux. Si je me situe ici à gauche, ça veut dire que mon pH est plus petit que le pKa, et donc c'est mon acide qui prédomine, et l'inverse, si je me situe à droite, c'est ma base qui va prédominer. Donc on va prendre un exemple rapidement. Je reprends mon exemple de tout à l'heure, hein, où on avait l'acide acétique. On avait trouvé un pH de 3,3 pour la concentration qu'on avait pris. Et donc qui prédomine entre l'acide et la base conjuguée pour un pH de 3,3? Le pKa du couple pour l'acide acétique et pour sa base conjuguée est égal à 4,8. Le pH de 3,3 est en dessous de 4,8, ça veut dire que c'est mon acide, CH3COH, qui prédomine sur sa base conjuguée. Donc là, vous pourriez me dire, mais c'est normal, on a un pH qui est acide, c'est forcément l'acide qui prédomine. Eh ben non, attention, justement. Si j'avais un pH de 6, c'est un pH acide, mais on aurait un pH qui serait supérieur à la valeur du pKa. Donc ce serait la forme basique qui serait prédominante, malgré que le pH soit acide. Donc ces informations, on peut également les voir sous la forme d'un diagramme de distribution qui nous donne en plus la proportion d'acide et de base dans la solution. Donc c'est la même chose, hein, on a juste rajouté les différentes proportions. Donc là, cette fois, j'ai un graphique en deux dimensions. On peut voir qu'autour de 4,8, ici, j'ai toujours le pK de mon couple, et donc si le pH est égal au pKa, regardez, au niveau de mon graphique, j'ai 50% de chaque, hein, j'ai mes proportions, mes concentrations qui sont égales. Donc on considère que si on a un pH de 3,8 ou moins, on a 90% d'acide, et si j'ai plus de 5,8, j'ai 90% de base. Donc en fait, on se donne une limite, on considère qu'au-delà de la zone pH est égal à pKa plus ou moins 1, la proportion d'acide ou de base est égale ou supérieure à 90%. Donc on va parler rapidement des indicateurs colorés, vous en êtes déjà servi lors des titrages pH métriques notamment. Et c'est une espèce chimique dont la couleur est différente selon la forme acide ou basique qui prédomine.
Donc ici, si on prend le diagramme de prédominance d'un indicateur coloré qui est le bleu de bromothymol. Donc ici, on a noté l'indicateur coloré Inde et on écrit H Inde pour la forme acide et Inde- pour la forme basique. On parle bien du BBT. Donc ici, quand ma forme acide prédomine, donc quand le pH est inférieur à pKa-1, je vais avoir une couleur jaune. Si j'ai un pH supérieur à pKa+1, j'ai une couleur bleue qui prédomine. Et entre les deux, eh ben, on a vu tout à l'heure qu'il y avait un mélange des deux formes. Donc quand on a un pH qui est compris entre pKa+1 et pKa-1, on a à la fois du jaune, à la fois du bleu, et donc ça va me donner une couleur verte, d'accord? On a un mélange de la forme acide et de la forme basique. Et bien ça, c'est ce qu'on va appeler la zone de virage de l'indicateur coloré. Zone de virage tout simplement parce que c'est l'endroit où ma couleur va virer par exemple du jaune au bleu si le pH de ma solution est en train d'augmenter. Alors on va parler rapidement des acides alpha-aminés. Alors les protéines sont constituées d'acides alpha-aminés, leur formule générale c'est celle qui est donnée ici à droite. Donc vous pouvez voir que vous avez directement un groupement carboxyle COH qui est fixé sur un carbone et sur le même carbone on a un groupement amine NH2. Et R, c'est une chaîne carbonée qui va être plus ou moins longue et c'est ce qui va définir le nom de l'acide alpha-aminé. Alors une des propriétés de ces acides alpha-aminés, c'est ce qu'on appelle des polyacides. Ils peuvent libérer plusieurs protons et donc ils vont avoir plusieurs acidités et donc plusieurs constantes d'acidité Ka et plusieurs pKa. Ici, on vous met directement le diagramme de prédominance des acides alpha-aminés et on peut voir qu'il va avoir ici deux acidités, pKa1 et pKa2. Il va libérer un premier proton pour passer de la forme jaune à la forme verte. Vous voyez, c'est le proton qui est sur le groupe carboxyle COH. Donc on va avoir COO- parce qu'il a libéré son proton. Et il va libérer un deuxième proton qui est situé sur le groupement NH3+, et donc il va se transformer en groupement amine NH2. Donc voilà, acide alpha-aminé, ça peut libérer plusieurs protons, ça a donc différentes valeurs de pKa pour chaque proton qui est libéré. Petite remarque, ici ma forme en verte, regardez, c'est à la fois un cation, à gauche j'ai une charge formelle positive, et un anion, à droite j'ai une charge formelle négative, en fait c'est ce qu'on appelle un zwitterion. Donc pour finir, on va parler très rapidement des solutions tampons. Donc qu'est-ce qu'une solution tampon? C'est tout simplement une solution dont le pH ne varie pas avec un ajout modéré d'acide, de base ou alors à la suite d'une dilution. Évidemment que si vous avez une solution de 20 ml de solution tampon et que vous mettez 1 litre d'acide chlorhydrique, le pH va varier. Donc on parle vraiment d'un ajout modéré d'acide ou de base. Donc de quoi est constituée une solution tampon? Généralement, c'est constitué d'un acide faible et de sa base conjuguée en solution égale. On s'en sert pour étalonner les pH mètres, vous en êtes servi notamment. Comme ça, on sait qu'on a une solution à pH 7, d'accord? Et vous vous serviez de cette solution pour étalonner votre pH mètre. On peut s'en servir aussi si on veut réaliser des réactions chimiques à pH constant. On va réaliser notre réaction chimique dans un milieu tampon. Les solutions tampons, elles sont très importantes en biologie. Dans votre corps, vous avez beaucoup de solutions tampons. Tous les liquides physiologiques sont des solutions tampons. Le sang également, votre sang est tout simplement un milieu qui est tamponné, donc avec un pH qui varie très peu. Sur ce, à bientôt.